Les carnets de l'apothicaire par Natsuyoga. Chapitre 7. Le miroir. Il faisait chaud en ce début d'après-midi quand Mao Mao fut convoqué au pavillon de jade, où un objet rare en provenance de l'étranger venait de faire son apparition. Un grand miroir en pied trônait dans le salon de Dame Gyokyo. La concubine se tenait devant, s'amusant à plaquer contre elle les habits dont elle avait récemment fait l'acquisition. À deux pas, Ron Nien pliait avec soin le tissu qui enveloppait la glace. Il ne s'agissait pas d'un simple miroir, fût-il en pied. Au-delà de sa taille extraordinaire, qui permettait de s'admirer de haut en bas, l'apothicaire s'émerveilla de sa surface lisse et brillante. En effet, c'est impressionnant. D'ordinaire, les miroirs étaient fabriqués en bronze. Mao Mao en utilisait un à la surface rigoureusement polie. Or, celui de Dame Gyokyo n'était pas en métal. Il reflétait une image de la noble concubine bien plus nette que ses homologues en bronze poli. « Dis-moi, est-ce que tu sais en quoi est fait ce miroir ?» demanda la noble concubine, amusée. « En verre ?» La réponse avait fusé, ce qui avait refroidi l'enthousiasme de la favorite de l'empereur. La jeune servante avait vu juste. « Oh, c'est incroyable !» dit-elle. « On dirait qu'il y a deux Dames Gyokyo. » C'est vrai. Infa et Guyen ne tenaient plus en place tant leur joie était grande. Avant, Dame Gyokyo avait un miroir à main en verre, mais Infa l'a brisé. Chut! Tu n'étais pas obligé de lui raconter. Les miroirs en verre étaient rares, mais pas inexistants. La seule solution pour en posséder était de les importer, car ils ne se fabriquaient que dans les contrées de l'Occident, à la suite d'un procédé complexe. Ces articles de choix coûtaient excessivement cher. Une dame de compagnie risquait sa tête si elle venait à en réduire un en 1000 morceaux. Infa n'avait dû son salut qu'à la bonté de sa maîtresse. Mao Mao contempla la merveille. Le verre restituait fidèlement les couleurs, au contraire du bronze. La matière avait été étalée en une couche très fine et parfaitement lisse. C'était tout le secret d'un reflet, à ce point proche de la réalité. Infa sourit quand elle vit l'apothicaire aussi absorbée dans l'étude du magnifique objet. « Ça t'intrigue, toi aussi ?»« Oui, je me demande comment il est fabriqué. Si on arrivait à en produire de grandes quantités ici, il se vendrait comme des petits pains. »« Sans doute, » dit son interlocutrice en lui tapotant l'épaule. La proposition de Mao Mao était tombée à plat. Peut-être qu'en s'y prenant autrement. « C'est un présent de Sa Majesté ?»« Non, un émissaire étranger m'en a fait cadeau, » répondit la noble concubine. Elle tendit le vêtement qu'elle essayait à Guyen avant de prendre place sur le canapé. « Un émissaire étranger ?» répéta l'apothicaire. Une conversation avec le vieux charlatan du dispensaire lui revint à l'esprit. Au détour d'une phrase, il lui avait appris que si la caravane avait été si opulente cette année, la raison en était qu'elle préparait l'arrivée d'un diplomate. Oui, quel dommage qu'il y en ait aussi offert un à d'autres concubines, commenta Infa, quelque peu vexée. Ron Nien lui intima de ne pas parler avec tant d'aigreur, même si, en son fort intérieur, elle partageait sûrement son avis. Dame Gyokyo et les trois autres jeunes femmes qui avaient les faveurs de l'empereur se situaient au même niveau dans la hiérarchie de la cour intérieure. Un émissaire se devait de respecter cet équilibre en les traitant sur un pied d'égalité. Pour autant, avoir transporté pas moins de 4 miroirs aussi magnifiques constituait une forme de prouesse. Le verre avait mis l'occasion de se briser lors de la traversée du désert et de la mer. Pour que les précieuses glaces évitent le moindre choc, il avait fallu mettre un soin inouï à leur protection. Pour se tracasser autant, le diplomate était sans doute chargé de négociations commerciales importantes. Songea Mao Mao, tout en contemplant le sublime artefact. Le lendemain, Gao Shun vint demander conseil à Mao Mao. « Je vous écoute », engagea l'apothicaire en lui servant du thé. Ron Nien s'était jointe à l'entrevue. Il ne convenait pas de laisser une jeune fille du palais seule avec un homme. Qu'il soit eunuque n'y changeait rien. La première dame de compagnie regardait le fonctionnaire d'un œil las. Pour elle, qui venait d'entrer dans la trentaine, cet homme sérieux et bien sous tout rapport représentait une espèce d'époux idéal. Elle s'y était donc intéressée avant d'apprendre qu'il était déjà père de famille. Or, ses sentiments n'étaient pas assez forts pour lui faire accepter une simple place de maîtresse. La respectable jeune femme s'était alors détournée de l'objet de sa convoitise. Au bout du compte, l'horizon de ses noces se retrouvait encore repoussé à un avenir incertain. Gao Shun ne sembla toutefois pas se formaliser de sa présence.
Mao Mao en conclut qu'il ne venait pas la consulter pour une affaire de la plus haute importance. J'aimerais que tu me donnes ton avis, Shao Mao. Cette fois, Jinshi n'était pas à la manœuvre. La demande émanait d'une connaissance de son assistant. Par le passé, déjà, ce dernier avait interrogé l'apothicaire au sujet d'une étrange affaire d'intoxication alimentaire concernant une autre de ses relations. Les deux histoires étaient-elles liées? J'ignore si je pourrais vous être utile, posa la jeune fille en préambule avant de s'asseoir à son tour. Hongnian avait préparé du thé. Sa longue expérience au Rogong lui valait de réussir le meilleur thé du palais de Jade, voire de la cour intérieure. L'apothicaire le lui avait fait savoir un jour, mais la jeune femme s'en était agacée. Surtout, ne jamais évoquer son âge, même de façon détournée. Mao Mao avait retenu la leçon. Le thé servi, tout était prêt. Gao Shun put entamer son récit. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que c'est comme mon esprit. Il y a plein de détails dans tous les sens qui n'ont absolument aucun intérêt et ça pop un peu partout. Genre, pourquoi elle a précisé que Hongnian fait le meilleur thé de tout le palais? Genre, on s'en fout, mais j'aime trop qu'on nous dise ça. Ça rend le récit plus riche, plus... Voilà, bref. C'est mon avis personnel. Oui, son âge. En fait, on parle du thé, on sait qu'elle en fait le meilleur, ça nous en dit quelque chose sur son âge. Ça va... Ça fait pouf, 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 pouf. C'est un truc de fou. Non, d'ailleurs, je vérifie un... Oh, t'as un eau... Regarde, t'as un champignon maintenant. Alors, dans une petite ville, vivait une famille aisée. Les deux enfants étaient des filles. Elles avaient presque le même âge, se ressemblaient beaucoup et leurs parents les choyaient toutes deux en égale proportion. Ils les couvaient de tout leur amour qui dérivait parfois vers la surprotection. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, les deux adolescentes n'eurent plus le droit de sortir seules. Petit à petit, elles se retrouvèrent cloîtrées chez elles du matin au soir, flanquées de surcroît d'une dame de compagnie engagée pour les surveiller. Attristées par leur sort, leur nouvelle chaperonne voulut se montrer compatissante. De temps à autre, elle emmenait les jeunes filles en promenade, après avoir trompé la vigilance de leur famille. Le manège ne devait cependant pas durer longtemps. Le poteau rose découvert, les parents recrutèrent des gardes pour avoir à l'œil leurs enfants depuis l'extérieur de la maison. Dès lors, jour après jour, les deux sœurs se consacrèrent à la broderie, un passe-temps qui convenait à leur nature introvertie. Le seul homme qu'elles voyaient était leur père. Les gardes embauchés pour les surveiller devaient toujours se tenir à au moins 50 mètres du pavillon où elles vivaient. La nuit, le patriarche les enfermait à clé dans leur chambre. Malgré tout, un beau jour, l'impensable se produisit. La plus jeune des deux sœurs se retrouva enceinte. Le père fulmina. Il n'avait jamais laissé aucun homme la toucher. La mère se lamenta. Elle n'était pas encore mariée. Son aînée prit sa défense du mieux qu'elle put. « C'est un miracle !» osa-t-elle avancer. Ce qu'entendant, les parents entrèrent dans une rage folle. Le mystère restait entier. La surveillance n'avait souffert aucun relâchement. La dame de compagnie qui les avait laissés sortir avait été définitivement congédiée. Pour ne pas être tentée de s'apitoyer sur leur sort, sa remplaçante limitait au maximum tout contact avec les deux recluses. Quelle sorcellerie avait pu permettre à un homme de se glisser dans leur chambre? Les parents désespéraient d'avoir une explication. Je vais faire comme Mao Mao. Voilà une affaire bien étrange, reconnut Mao Mao en prenant une gorgée de thé. Invité par Gao Shun à s'asseoir, Hongnian avait aussi pris place à la table et découpé un gros gâteau de lune. La mignardise révéla la pâte de noix dont elle était généreusement fourrée. Captivée par le récit, la première suivante n'avait pu retenir un « Quelle histoire sordide !» lorsque l'eunuque avait relaté la mystérieuse grossesse. Mon ami se sent désemparé. « Je comprends tout à fait, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de mon domaine », déclara Mao Mao avec franchise, même s'il est vrai que j'ai déjà entendu parler de cas de grossesse en l'absence de tout contact avec un homme. « Une telle chose est donc possible ?»« Non,
En réalité, la jeune fille n'est pas réellement enceinte. Son ventre en donne juste l'illusion. Le corps humain est bien étrange, lui qui dans de rares cas était capable de manifester des symptômes sur la base d'une simple idée fixe. Par exemple, certains haïssaient leur travail au point de refuser de s'y rendre et pouvaient déclarer des maux d'estomac à l'heure de sortir de chez eux. Mao Mao se rappelait le cas d'une jeune prostituée qui affirmait porter l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Elle présentait tous les symptômes d'un début de grossesse, mais son corps semblait seulement la conforter dans sa conviction obsessive d'être enceinte. Selon le père de Mao Mao, le phénomène se produisait aussi, de temps à autre, chez les animaux. Gao Shun fit la moue. Ces explications ne le convainquaient qu'à moitié. L'apothicaire voulut en avoir le cœur net. Vous êtes sûr que la cadette attend bien un enfant? Oui, enfin, selon toute vraisemblance. L'eunuque ne lui disait sans doute pas tout, ce qui était assez étrange. Mao Mao prit le parti de ne pas creuser le sujet pour le moment. Qui surveillait les filles et comment s'y prenait-il? Si la surveillance avait été prise en défaut, le mystère serait réduit à néant. Gao Shun sortit une feuille de sous son habit. Un plan rudimentaire de la maison de la famille de deux jeunes filles, peut-être établi à la va-vite pour cette entrevue. Les sœurs logeaient dans un pavillon annexe de forme rectangulaire, relié au bâtiment principal côté ouest par une galerie. La propriété était entourée de murs au nord comme à l'est et bordée par un jardin au sud. Comment satisfont-elles leurs besoins naturels? Des latrines ont été installées dans leur pavillon. En général, les lieux d'aisance se trouvaient à l'extérieur des habitations. Les parents n'avaient vraiment reculé devant rien pour empêcher leurs filles de sortir, constata Mao Mao, un sourire amer aux lèvres. Puisqu'on les surveille de l'extérieur, où sont les fenêtres? Il y en a une à l'est et une autre au sud. La seule porte de l'annexe se trouve côté ouest. À part ça, il n'y a aucune issue. Gao Shun avait sorti son nécessaire à écrire. Il traça au pinceau 2 cercles à l'emplacement des fenêtres. Les gardes étaient donc postés de ce côté, sans qu'il l'apothicaire en pointant le bâtiment principal. Depuis le corps principal, les fenêtres restaient peu visibles. Pour voir l'intérieur du pavillon à travers ces ouvertures, il fallait que les sentinelles se situent en hauteur. Les 2 croix que traça l'eunuque valaient acquiescement. Il précisa que, côté sud, la surveillance s'effectuait depuis le 3e étage du bâtiment principal. Côté est, la façade orientale de l'annexe n'était visible que depuis le 1er étage, à cause des angles morts. Avec le doigt, Mao Mao relia les cercles et les croix sur le papier. Depuis cette fenêtre, la vision est assez limitée, n'est-ce pas? C'est vrai, mais les sœurs passent la plupart de leur journée à broder ici, ajouta le fonctionnaire en pointant un point sur son plan. Les pauvres filles. Rien d'autre à faire que de se plonger corps et âme dans leur passe-temps. Le jour, plutôt que d'allumer une lampe, mieux valait s'asseoir près d'une fenêtre, ce qui facilitait du même coup la tâche des gardiens. Mao Mao pencha la tête, pensive. Elle jeta un rapide coup d'œil à Gao Shun qui restait de marbre. Elle nota malgré tout qu'il prenait soin d'éviter son regard. Quelque chose clochait. Ronnienne, à ses côtés, semblait du même avis car elle ne put s'empêcher de faire une remarque. C'est un passe-temps inhabituel, la broderie. À la différence de Mao Mao, la première dame de compagnie était issue d'un milieu aisé. C'est vrai, mais cette famille descend d'un peuple de bergers. La jeune enquêtrice se ferait-elle des idées? Le ton qu'avait pris l'eunuque pour répondre lui sembla quelque peu affecté, comme s'il récitait une phrase préparée à l'avance. Je vois. De nombreuses minorités donnaient un sens particulier à la broderie. L'activité n'avait donc rien d'un passe-temps inhabituel. Pour autant, Mao Mao ne parvenait pas à se défaire de la sensation que quelque chose ne tournait pas en rond dans cette histoire. Elle reporta son attention sur le plan. La fonction des pièces y était indiquée. Les fenêtres côté sud et est étaient percées dans la salle principale. Les chambres étaient séparées en 2 espaces distincts. Le pavillon a-t-il bien été bâti pour recevoir des invités à l'origine? Oui, bien vu, approuva Gao Shun. Et combien de gardes y a-t-il? 2, répondit sans se presser le fonctionnaire. En plus du plan qu'il avait apporté, il fournissait toutes les informations qu'on lui demandait sans sourciller. Mao Mao avait pourtant la conviction qu'il taisait un élément crucial.
Dans le doute, elle ne pouvait livrer qu'une réponse des plus vagues. Elle se frotta le menton, hésitant entre parler et se taire. Comme pour la pousser à se décider, d'un geste délicat, l'eunuque sortit un objet de sa poche. « C'est de la part de Jinchi. Il te doit toujours un bézoard. En attendant, il m'a chargé de te donner ceci. »« Mon bézoard ? C'est vrai que je l'attends encore ?» Depuis le coup de tête de l'autre jour, elle avait préféré ne pas insister, même si le temps commençait à être long. « Je suis désolée. »« Ça va, Châtaigne ? Tranquille ? » ?»« Tranquille. »« Je suis désolée. Apparemment, la demande a explosé. »« Ah bon ? Pourquoi ?» Gao Shun détourna discrètement le regard. « J'ai entendu dire que, dernièrement, beaucoup de monde lui apporte d'étranges remèdes, laissa échapper Ronnian tout en sirotant son thé. Enfin, le bruit court qu'il cherche désespérément cet ingrédient. » La jeune femme n'était pas encline à faciliter la tâche à Gao Shun. Tenterait-elle de lui faire comprendre que vouloir manipuler sa collègue n'était pas du meilleur goût? Quoi qu'il en soit, l'eunuque avait les traits crispés à présent. Et dire qu'accepter une invitation à dîner lui suffirait pour obtenir ce qu'il désire, ajouta la première dame de compagnie. Le charme du divin eunuque envoûtait les hommes comme les femmes. Tout ce beau monde espérait ardemment que le dîner ne serait qu'une entrée en matière. Une beauté aussi époustouflante avait son côté obscur. « Voici donc pour toi. » Gao Shun tendit un sachet à Mao Mao. Intriguée, elle l'ouvrit pour y trouver ce qui ressemblait fort à un kaki séché. Ronnian grimaça de dégoût. L'apothicaire en resta bouche bée. Des larmes de joie, rarement versées, se mirent aussitôt à s'accumuler au coin de ses yeux. Elle cligna des paupières plusieurs fois avant de relever la tête vers le fonctionnaire. « Je suis heureux que ça te plaise. » Il avait donc vu son regard briller. « C'est de la bille d'ours. Jinchi aurait vraiment voulu te l'apporter, bien sûr, mais il n'avait pas eu le temps, bien sûr. Ce n'était pas grave. La jeune fille se souciait davantage de l'ingrédient précieux que de la main qui l'avait remis. Techniquement, il s'agissait d'une vésicule biliaire d'ours séché. D'un goût amer, ce produit très recherché servait à soigner les maux du système digestif. Face au regard pétillant d'enthousiasme de Mao Mao, Gao Shun ne put retenir un sourire. Cette eunuque qui ne riait jamais savait y faire pour obtenir ce qu'il voulait de la jeune fille. « Et donc, tu as remarqué quelque chose ?» lui demanda-t-il. L'apothicaire remisa le sachet avec soin dans la poche intérieure de son vêtement, puis se leva lentement de sa chaise. Après un si beau cadeau, elle se sentait obligée de répondre. « Pouvez-vous patienter un instant ?» Elle alla quérir quelques objets qu'elle étala sur la table. Une petite plaque de bronze et de graines. 2 poupées auraient mieux convenu, mais elle n'en avait pas. Ce passe-temps n'avait jamais été son goût. Sur le plan, la jeune enquêtrice posa les graines, juste devant les fenêtres. « Dites-moi, les gardiens sont-ils toujours les mêmes ?»« En principe, oui. Et ils sont postés au même endroit chaque jour ?»« Tout à fait. Vous avez dit que les filles brodaient. Avez-vous une idée des motifs qu'elles réalisaient ?»« On m'a dit qu'elles avaient toutes deux une préférence pour des animaux. Un lion et un lapin, si je ne m'abuse. » Quel souci du détail. Il connaissait décidément bien son sujet, pensa Mao Mao. Elle avança la plaque de bronze, qu'elle utilisait en guise de miroir au quotidien, près de la fenêtre du côté est, puis la maintint du doigt pour la faire tenir debout. Elle enleva ensuite la graine qui se trouvait à la place de la plaque, avant de baisser les yeux pour examiner le petit rectangle de métal dont elle ajusta la position. « Pourriez-vous regarder dans le miroir depuis l'endroit où se tenaient les sentinelles ?» demanda-t-elle à Gao Shun. Le fonctionnaire se leva avant de s'accroupir à demi. En toute logique, le miroir devrait lui renvoyer le reflet de la graine qui restait sur le plan. Sous cet angle, il est probable que seul le mur soit visible dans le miroir. Les sentinelles ne voyaient sans doute pas la différence, car leur poste d'observation est assez éloigné. Bien sûr, l'hypothèse n'est valable que si le pavillon possède un miroir de taille suffisante. Il faudrait aussi qu'il ait été placé de telle sorte que son cadre n'apparaisse pas dans l'encadrement de la fenêtre. Une glace aussi haute et large serait de grande valeur, et pour que des gardes soient trompés par son reflet, il ne devait pas s'agir d'un modèle courant en bronze poli. Tout dernièrement, Mao Mao
avait la chance d'admirer un miroir remarquable qui répondait à ses critères. Tu veux dire, il n'y avait qu'une des deux filles dans la pièce? L'autre n'était que son reflet? L'apothicaire opina du chef. Pour peu que les sœurs se ressemblent assez, les distinguer était à coup sûr délicat. Les gardes les différenciaient peut-être par leurs vêtements, s'ils étaient identiques, mais de couleurs différentes. Si l'une des deux sœurs se parait de rubans de couleurs distinctes de chaque côté de la tête, afin que son reflet ne soit pas identique au profil qu'elle montrait à la fenêtre, impossible pour les observateurs de deviner le subterfuge. Onyan ne cachait toutefois pas sa perplexité. Fait étonnant, cette histoire l'a captivé au point de lui délier la langue. Il reste le problème de leur ouvrage. Elle brodait des modèles différents, non? Que dites-vous de ce dessin? La jeune servante emprunta son pinceau à Gaoshun pour croquer en quelques traits un visage humain souriant. Puis elle retourna la feuille. Vu à l'envers, le sourire s'était transformé en expression de colère. Mais le visage était le même. Sa supérieure resta ébahie. Mao Mao venait de réaliser un trompe-l'œil dont le rendu changeait selon l'angle de vue. Les sentinelles discernaient peut-être l'image inversée dans le miroir. Je comprends. Si les hommes chargés de leur surveillance voyaient deux filles aux fenêtres, ils concentraient sûrement leur attention sur elles. Pendant ce temps, l'une des sœurs avait la possibilité de s'éclipser en toute discrétion par le côté ouest. Onyan et Gaoshun avaient l'air convaincus. Un détail continuait malgré tout de tarabuster Mao Mao. Que des filles issues d'une famille aisée s'adonnent à la broderie n'avait en réalité rien d'exceptionnel. Si cette activité était peu pratiquée dans ce pays, elle était, semblait-il, fort prisée en Occident. L'apothicaire tenait l'information de son père, qui avait jadis étudié à l'étranger. D'ailleurs, le diplomate venu d'un pays lointain avait récemment apporté avec lui de grands miroirs en verre. De loin, un objet d'une telle facture pouvait aisément tromper les gardes. Coucou Croquick, comment ça va? À en croire le récit de Gaoshun, la jeune fille de bonne famille avait fait le mur, puis s'était retrouvée enceinte. Mais jusqu'où pouvait-on se fier à ce récit? Et si, au bout du compte, la cadette ne portait pas en elle un enfant, mais un secret plus lourd encore? Après tout, il arrivait que l'on traite comme des invités de marque ceux que l'on soupçonnait être des espions. Quoi qu'il en soit, Mao Mao n'était pas bête au point de chercher à en savoir plus. Elle pressa la main contre son cœur, là où elle avait rangé la vésicule séchée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Lui offrir ce cadeau avait peut-être pour objectif de l'inciter à tenir sa langue. La jeune apothicaire n'en avait cure. Tout à son plaisir, elle imaginait déjà quel remède elle allait préparer avec ce précieux ingrédient. Si j'ai 8 au perme, comment ça? J'ai pas compris. Ah, il est long, chapitre 8. Encore plus. C'était pas, je vais te dire. Ah, t'as hâte d'avoir tes congés? C'est quand? C'est quand vos vacances? Une petite pause. Glou-glou et tout, et boire, s'hydrater. À midi, c'est très précis. Coucou Lenny, comment ça va? On fait une petite pause dans la lecture. Le temps pour moi de m'étirer, de boire, et on se disait quand était nos congés. Le mot congé m'a fait sortir du lit. Mercredi soir prochain. Oh, moi c'est mercredi à 13h. Le 26, Lordiane. Eh ben. Comment? Ah ouais, vivement les vacances. Vivement la semaine de 30 heures. Vivement la semaine de 20 heures sur 4 jours. Ah, ma petite châtaigne.
du bien. Est-ce que j'ai la ref de la semaine de 20 heures? Ah, il y a une ref? C'est quoi la ref? Est-ce que vous comprenez quand je baille très fort lorsque je lis? Que je suis pas toujours sûre. Ok, tant mieux. Bah, comme ça, je peux continuer de bailler. Attends, je m'étire encore un petit coup. Ah, étirez-vous aussi. Et après, je repars en mode lecture. Le prochain chapitre, il fait 40 pages. 40. Enfin, quasiment. Non, en fait, il fait plus 30 pages. Je divague. Ouais. Mais ouais, il va être long. Il y a une vidéo qui tourne où un gars dit qu'on pourrait passer la semaine de 20 heures en travaillant 4 heures par jour pendant 4 jours. Mais pas de soucis, Lenny. Merci pour ton lurk. J'espère que la lecture te plaît. Mais 20 divisé par 4, ça fait 5, gros quick. On est d'accord? Ok. J'étais pas sûre. Mais maintenant, je suis sûre et ça va pas dans les calculs. Les calculs sont pas bons. Ok. Nickel. Chapitre 8. L'esprit de la lune. Toute rumeur contient une part d'exagération. Et plus elle se propage, plus elle s'éloigne de la réalité. Parfois, il arrive que l'une d'elles, démesurée, échappe à tout contrôle jusqu'à se transformer en légende ou en mythe. Mao Mao ne se faisait pas cette réflexion sans raison. En visite de routine au pavillon de Jade, Jinshi venait à peine de l'interroger sur une rumeur qui avait pris un tour inattendu. As-tu déjà entendu parler d'une femme à la beauté transcendante qui pleurait des perles? Avait-il lâché le plus sérieusement du monde? Dame Gyokyo s'était retenue de rire. La jeune apothicaire, qui croyait avoir... Attendez. La jeune apothicaire, qui croyait avoir tout entendu venant de lui, tomba pourtant des nues. S'il cherche une beauté transcendante, j'en ai une sous les yeux. Ce n'est pas l'envie qui lui manquait de laisser échapper, l'air de rien, cette pensée, mais elle préféra s'en abstenir. L'histoire qu'évoquait le divin eunuque était déjà ancienne. Autrefois vivait dans le quartier des plaisirs une femme au charme à nul autre pareil, si éblouissante qu'on la comparait à l'esprit de la lune. Se pourrait-il que Mao Mao l'ait connue? Une personne de haut rang, reçue en ce moment même à la cour, insiste pour la rencontrer, ajouta-t-il pour justifier sa demande. Cet individu avait raconté que, pendant son enfance, son arrière-grand-père n'avait cessé de lui parler d'une femme sublime qu'il avait rencontrée à l'étranger. Ce qui s'apprend au berceau dure jusqu'au tombeau. Aussi, une fois adulte, l'émissaire avait eu envie de faire la connaissance de la beauté en question. En clair, on demandait l'impossible à la cour. Pour autant, les lubies d'un tel personnage ne pouvaient être balayées d'un revers de main. Comme l'apothicaire avait grandi au quartier des plaisirs, le haut fonctionnaire espérait qu'elle avait eu vent de cette histoire. Je demande juste un instant. C'était il y a des dizaines d'années. Elle doit être vieille à présent, si tant est qu'elle ne soit pas déjà décédée. Elle est bien vivante, assura la jeune fille d'un ton détaché. L'intendant du Rogong en eut le souffle coupé, tout comme Gao Shun. Dame Gyokyo jeta quant à elle un regard brûlant de curiosité à sa servante. Fidèle à ses principes, Ronyen accueillit la réaction de sa maîtresse avec un profond soupir découragé. Mao Mao connaissait l'histoire de la femme à la transcendante beauté qui pleurait des perles. Par cœur, même. C'est vrai? Absolument. D'ailleurs, vous l'avez déjà rencontrée. Jinchi s'était rendu au palais vert de gris où il l'avait vue. Comment ne pas remarquer cette vieille renarde rouée qui jougeait sans cesse son monde, sa sempiternelle pipe à la bouche? Le haut fonctionnaire et son assistant se regardèrent silencieux. Dans leur souvenir, une seule personne correspondait à cette description. La vieille maquerelle? Le
Oula, ou la phrase va être terrible. Le temps était bien cruel qui, tôt ou tard, flétrissait même les plus belles femmes. Il pervertissait aussi les cœurs pour rendre, dans ce cas précis, celui-ci rapace. Les yeux de dame Gyokyo continuaient de pétiller, mais peut-être aurait-il été préférable pour elle de rester en dehors de cette conversation. Je pense que si vous êtes prêt à y mettre le prix, elle se déplacera sans se faire prier. Non, je crois qu'il vaut mieux éviter. Briser les rêves de l'envoyé serait une mauvaise idée. Une telle rencontre pourrait facilement échapper à tout contrôle et déboucher sur un incident diplomatique. L'homme s'attendait à être ébloui. Lui présenter une vieille peau toute ridée n'avait aucun sens. Si ça se trouve, elle danse encore super bien. Jinchi se doutait que voir la femme qu'avait connue son aïeul ne satisferait pas le diplomate. À tous les coups, il comptait encore sur la ressource de Mao Mao pour lui suggérer une idée. J'imagine que l'émissaire sait sûrement que l'héroïne de cette histoire n'est plus toute jeune. Je suppose qu'il a aussi reçu un accueil digne de son rang. Je ne crois pas si bien dire. Le bel eunuque l'informa qu'on lui avait déjà présenté les plus belles danseuses du palais au cours d'un banquet donné en son honneur. Or, ces réjouissances n'avaient pas semblé satisfaire pleinement l'hôte de la soirée, qui s'était contenté de rire avec dédain. Mais quel genre de personnage est-ce donc? Même si les critères de beauté différaient selon les cultures, les danseuses avaient dû être triées sur le volet. Pardonnez ma remarque déplacée, mais peut-être désire-t-il une compagnie nocturne. Le sujet, trop cru au goût de Ronnienne, la fit grimacer. Mao Mao n'avait pourtant évoqué que l'une des nombreuses cartes du jeu diplomatique. Je ne pense pas, répondit Jinchi en se grattant la nuque, les sourcils froncés. En fait, l'émissaire est une femme. Dans ce cas, l'apothicaire comprenait mieux. Elle peut quand même vouloir passer un moment de plaisir. Peut-être qu'il y avait quand même une compagnie nocturne. Et trois d'esprit, Jinchi. Pour résumer, le fonctionnaire impérial responsable de l'accueil de l'émissaire était venu supplier Jinchi de l'aider. Retrouver le fantôme d'une beauté d'antan était déjà assez difficile en soi, mais concocter une mise en scène qui plaise à une femme n'arrangeait rien. Il était à craindre qu'elle porte sur ses semblables un regard plus sévère qu'un membre du sexe opposé. Bah non. Bah non. Sauf si c'est une terf. Pardon. À cet égard, même s'il restait un homme, Jinchi possédait un charme capable de fasciner n'importe qui. Il disposait de tout l'arsenal nécessaire pour piéger le cœur de quiconque le sollicitait. Sa splendeur avait tout pour plaire aux vœux de l'envoyé. Un jeu dangereux, malgré tout, qui pourrait l'amener à le regretter. L'étrangère pourrait tout à fait s'enticher du jeune homme jusqu'à en faire une condition à des négociations réussies. Avec le sublime eunuque, de tels rebondissements ne pouvaient être entièrement écartés. Pire, si jamais la diplomate parvenait à le convaincre de passer une nuit en sa compagnie, elle risquait d'être déçue, car il n'était pas équipé pour l'aventure. Il a deux mains et une bouche. C'est bien suffisant. En tant qu'envoyée plénipotentiaire, elle ne s'engagerait probablement pas dans une voie aussi inconsidérée, mais un mandarin averti en vaut deux. À quel point nos liens avec cette diplomate sont-ils importants? Disons qu'elle détient la clé de nos échanges avec l'Occident et le Nord. Mao Mao hocha la tête. L'information collait avec le grand nombre de marchands qui avaient rejoint la caravane. Chacun avait à cœur de profiter de ce nouvel élan commercial. Un autre intérêt de ce type de négociation était de permettre de jauger l'autre puissance. Le pays était riche en ressources. Il subissait parfois les revendications de minorités encouragées, disait-on, par les nations voisines. Dans ce contexte, la contrée de cet émissaire avait su tirer son épingle du jeu. Depuis des siècles, elle avait échappé à toute conquête grâce à l'habileté de ses dirigeants et la puissance de son armée. Différentes populations se croisaient dans ce carrefour commercial. Le territoire était de ce fait fort métissé et ses habitants, hommes comme femmes, réputés d'une grande beauté. Certains marchands itinérants racontaient même que les paysans, bien que couverts de boue, y étaient souvent aussi beaux que certains comédiens parmi les plus populaires. Quelle ruse la vieille Gripsou a-t-elle bien pu employer pour que des individus venant de ce pays la comparent à l'esprit de la lune? Elle a dû mélanger un produit hallucinogène à son parfum, conclut l'apothicaire à voix haute. Ne me dis pas que ce genre de pratique existe. Pas à ma connaissance, mais ce serait le plus expéditif.
répondit Mao Mao avec détachement. Jinchi secoua la tête. C'était sûrement ça. User à nouveau d'un tel subterfuge risquerait cependant de mettre le feu aux poudres diplomatiques. Vu la situation, je suis prêt à tout. Tu ne sais vraiment rien de ce qui s'est passé à l'époque? Fort désemparé, le sublime eunuque se débattait avec des ennuis très différents de ceux à quoi il avait habitué Mao Mao. Dame Gyokyo cacha le bas de son visage derrière son éventail pour rire sous cape. Savait-elle quelque chose que les autres ignoraient? À tout? Vraiment? Eh bien, dans ce cas, allons-y. La jeune apothicaire proposa d'écrire une lettre au palais vert de gris. Quelques jours plus tard, la vieille maquerelle se présenta à la cour intérieure escortée par des eunuques aux ordres de Jinchi. Toute femme qu'elle était, pour pénétrer dans le Rogong, il lui fallait une autorisation et une escorte. Mao Mao fut contrainte de la recevoir dans la pièce où elle rencontrait habituellement Li Haku. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aussi insolente qu'à l'accoutumée, la patronne du palais vert de gris promenait dans la pièce un regard qui soupesait tout ce qui s'y trouvait. On la sentait offusquée de ne pas être reçue dans un lieu plus somptueux, ce qu'elle faisait bien savoir. À 70 ans passés, ses mouvements gardaient une étonnante agilité. Elle finirait centenaire, sans aucun doute. Tu as participé à une réception pour l'émissaire d'un pays étranger dans le temps. Je me trompe? Pas du tout, ça doit remonter à plus de 50 ans. C'était sous le règne de l'avant-dernier empereur. Commençait à raconter l'ancienne, un sourire satisfait aux lèvres. Le souverain de l'époque venait de faire déplacer la capitale. Depuis peu, il avait emménagé dans son nouveau palais. La cité impériale avait été bâtie sur d'anciennes ruines jouxtant une petite localité touristique, à proximité d'un fleuve et non loin de la mer. Transformer en un temps record une ville de plaisance florissante en capitale ne fut pas sans heurts, mais l'exploit avait été accompli. Avec la foule de monde qu'attirait le pouvoir impérial, aménager un quartier des plaisirs sembla inévitable. La vieille tenancière y travaillait comme prostituée de luxe, la plus belle fleur de toutes. Le temps, implacable, avait malgré tout fait son office. La jolie plante n'était plus qu'une branche desséchée. Eh, c'est bon, on a compris qu'elle était vieille. Et on a compris que Jinchi, il était beau aussi. C'est chiant ces passages. À l'époque, il n'y avait pas de palais digne de ce nom, comme on a maintenant. Les dirigeants s'arrachaient les cheveux pour trouver un lieu où organiser la fête. En fin de compte, ils ont opté pour d'anciens vestiges situés à côté d'un verger, qui abritait autrefois un bâtiment ayant servi de lieu de culte, au bord d'un très beau lac. La jeune prostituée du quartier des plaisirs avait été appelée à venir pour y faire une démonstration de danse, aux côtés d'une dizaine de consoeurs. Mais, précisa-t-elle, on ne voyait que moi. Au-delà de ses talents de courtisane, c'était son allure qui avait plu et était sollicitée. Dans le pays d'origine du diplomate, hommes et femmes étaient bien bâtis, de stature imposante. Des visiteurs de ces contrées auraient donc pu prendre pour une enfant, à fortiori sur scène, une danseuse qui n'était pas de grande taille, ni dotée d'un physique avantageux. Les préparatifs n'ont pas été faciles. Il a fallu tout improviser à la dernière minute. Le banquet devait se dérouler la nuit, ce qui, dans le verger, impliquait de se débarrasser des insectes. Chaque feuille d'arbre y avait donc été inspectée pour éliminer jusqu'à la dernière des larves. Toute bestiole qui volait alentour fut chassée. Pour offrir aux convives le tableau le plus raffiné possible, tout ce qui gâchait la vue fut escamoté. On avait même calculé la face de la lune. Des trésors d'ingéniosité furent déployés pour que l'événement soit d'une réussite totale. Pourtant, malgré ses efforts, il se trouvait toujours quelqu'un pour vous mettre des bâtons dans les roues. Une rivale morte de jalousie m'a fait un sale coup, pile le jour de la représentation. L'envieux s'était amusé à étaler des papillons morts sur le vêtement de la danseuse. En dépit de son jeune âge, la tenancière ne s'était pas laissée abattre. Inspirée, elle avait caché les salissures sous ses ornements et un long voile, puis avait exécuté son numéro, sans accroc. Le public fut conquis. La rivale n'eut plus qu'à mordre son foulard de dépit. Oui, tu m'as déjà raconté cette histoire 100 fois. Tu ne te souviens de rien qui sortait de l'ordinaire demanda Mao Mao en bâillant.
Elle fait comme ça. Espèce de petite ingrate, fulmina son interlocutrice en lui assénant un coup sur la tête. L'ancienne renâcla avant de soulever le paquet qu'elle avait déposé à ses pieds en arrivant. Après l'avoir ouvert, elle en sortit un tableau. Sur la toile épaisse, tendue sur un cadre de bois, figurait une scène splendide qui mêlait couleurs multiples et encre noire, peinte à l'huile selon une technique occidentale. À l'arrière-plan, composé de plusieurs couches d'un bleu marine pâle, brillait une pleine lune, limpide, bien que ses contours soient légèrement flous, suspendus au-dessus d'un lac où elle se reflétait. Au centre de la composition dansait une femme dont le voile flottait, figé dans l'air. Au premier plan, la danseuse avait cerné des grains de lumière, tels des reflets de lune, exécutés avec soin. La maquerelle avait conservé l'œuvre comme un trésor secret. Mao Mao ne l'avait encore jamais vue. Elle examina le visage de la belle artiste, de la peinture, puis la mine ridée de la vieille femme assise devant elle. L'apothicaire poussa un soupir. De rechet, elle regarda l'évanescent esprit lunaire, puis le visage éliminé de l'ancienne beauté qui s'était changé en grippe-sou. Quelque chose à dire? Non, rien. Inutile de faire un quelconque commentaire. La tenancière du palais vert de gris le savait parfaitement. Le passage du temps était cruel. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La flemme d'argumenter, c'est faux. C'est facile de trouver ça moche quand partout on vous dit que c'est moche. Voilà, c'est mon argumentaire. C'est l'émissaire qui a fait peindre ce portrait de retour dans son pays, poursuivit l'ancienne après s'être ressaisie. En fin de compte, il n'est jamais revenu ici. Il me l'a fait parvenir par une caravane. Je comprends mieux. Il a enjolivé la réalité. Plaît-il? Rien. Non seulement la vieille femme avait l'oreille fine, mais elle savait en plus lire dans les pensées. Tu n'avais fait que ton travail. Qu'est-ce qui lui a donc plu à ce point? Va savoir. Selon l'interprète, il parlait de moi comme de la déesse de la lune. Mao Mao se montra fort impressionné. Ne regarde pas avec ses yeux. La vieille Gripsou savait prendre du recul sur son vécu. Certes, parmi les prostituées, elle se situait au premier rang, mais que le diplomate la porte ainsi au nu laissait Mao Mao circonspecte. Elle se gratta la tête et fit la moue. Même en recréant parfaitement la femme du tableau et en la présentant à l'émissaire, difficile d'imaginer que cette dernière en soit satisfaite. D'une part, un élément décisif manquait encore et, d'autre part, le plénipotentiaire, cette fois, était une femme, ce qui ajoutait à la complexité de l'affaire. Dis-moi, ce diplomate t'avait-il fait un quelconque compliment à ce banquet? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, n'importe quoi, tu sais, la poussa Mao Mao qui s'était avachie sur la table. La vieille femme lui décocha une gifle, un rappel à l'ordre selon toute vraisemblance. Des hommes étaient présents dans la pièce. Il s'agissait peut-être d'eunuques, mais se relâcher ainsi devant eux était inadmissible. Pourquoi il lui a donné une gifle? J'ai pas compris. La soirée ne m'a pas laissé de si bons souvenirs. Ma rivale m'avait tiré dans les pattes et des tas d'insectes volaient dans tous les sens. Une horreur. Des insectes? Oui, on les a chassés, nous avait-on dit. Mais que veux-tu? Dehors la nuit, les torches ont attiré tout un tas de bestioles, expliqua la vieille courtisane que ces questions commençaient à agacer. Elle parla encore un moment, sans rien apprendre de vraiment utile à la jeune fille. Dans le bureau de la servante en chef, l'apothicaire montra à Jinchi et Gaoshun le tableau de la vieille tenancière que la vieille tenancière avait apporté. Ils examinèrent la peinture d'un œil intrigué, sans en être plus avancés. Voulez-vous que j'essaye de trouver une femme qui lui ressemble? S'enquit Gaoshun. Ouais, faute de mieux. Aucune autre idée ne leur était donc venue à l'esprit. Mao Mao dut alors fournir quelques détails sur la vieille maquerelle. À l'époque, il paraît qu'elle mesurait 1,75 m. Elle était si grande que ça? Oui, et c'était une excellente danseuse. Il semble qu'avoir de longs bras et de longues jambes soit un avantage pour pratiquer cet art.
L'esprit de la lune avait perdu de sa superbe depuis, mais elle dépassait toujours Mao Mao en taille. Honnêtement, trouver quelqu'un d'aussi grand et qui lui ressemble comme deux couteaux ne va pas être une partie de plaisir. À votre place, je chercherais plutôt quelqu'un de grand, même si la ressemblance n'est pas frappante. Que les femmes de cette taille ne courent pas les rues. Il fallait aussi qu'elle soit d'une beauté transcendante. La barre était décidément placée très haut. Je pense que Mao Mao a raison, intervint Gao Shun. Après tout, les émissaires et leurs suites font à peu près toute cette taille. Le détail venait confirmer l'intuition de la jeune fille. Une danseuse de sa taille risquerait d'être confondue avec une enfant aux yeux des étrangers. Les émissaires et leurs suites? Tiens, alors comme ça, il n'y a pas qu'une seule émissaire. Rien qu'à les voir, j'ai eu l'impression qu'elles étaient assez exigeantes, ajouta Jinchi. Le ton qu'il employait pour parler de ses diplomates suggérait qu'il les trouvait plutôt belles. Comme Mao Mao n'avait jamais quitté le pays, elle se contenta de les imaginer sous des traits similaires à ceux de Dame Kyokyo. Les deux fonctionnaires grognèrent de découragement. La jeune fille les fixa, sans piper mot. Bah donc, fit Jinchi en lui retournant un regard méfiant. Rien, si ce n'est que j'ai trouvé la personne parfaite pour le rôle. Qui ça? Une prostituée de chez toi? Pas du tout. Hélas, il n'y a aucune femme aussi grande au palais vert de gris. Elle connaissait une beauté de la taille requise. Une nouvelle fois, elle braqua les yeux sur Jinchi. En la voyant faire, Gaoshun tourna à son tour la tête vers son supérieur, puis laissa échapper une brève exclamation. Il avait compris. Qu'essayes-tu de me dire? Exigea de savoir le devin eunuque, une étrange pointe d'agacement dans la voix. Ouais, elle avait déjà vu une telle beauté de plus d'1,75 m. Ironie du sort, le verger du fameux banquet se situait entre les murs du Rokong. À l'époque, la cour intérieure n'était pas aussi étendue qu'à présent. La partie habitée n'existait pas encore. Mao Mao avait vaguement entendu dire que sur ces terres vivait autrefois un peuple différent, décimé depuis par une maladie infectieuse. Ils construisaient ces bâtiments tout en hauteur. De leur passage, il ne restait que les murs d'enceinte et le réseau d'égouts. Une théorie avait été avancée quant à leur disparition. Le peuple qui vivait désormais sur ces terres avait emmené avec lui des maladies de lointaines contrées. Mao Mao tenait cette hypothèse de son père qui lui avait formellement interdit de la répéter. Elle ne reposait sur aucune certitude, et personne n'appréciait l'entendre. Le verger du banquet existait donc encore, au nord de la cour intérieure. La jeune fille y trouva un bâtiment dédié au rite au bord d'un vaste étang. Malgré les années, l'endroit restait idéal pour y organiser une fête. L'enquêtrice déambulait dans la zone quand elle entendit dans son dos des bruits de pas énergiques. Elle tourna la tête, mais de grands bras écartés lui bouchèrent la vue. Puis leur propriétaire bondit sans prévenir sur le dos de la pauvre apothicaire qui encaissa le choc. Mao Mao, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Le visage rayonnant, ce timbre d'une voix un peu folâtre. Je suis, assurément. Elle n'était pas pour rien l'amie de Shaolan. Les deux jeunes filles aimaient se montrer affectueuses. Il aurait été présomptueux de l'affirmer, mais la conseillère secrète de Jinchi imaginait bien la jeune servante apprécier follement sa vie à la cour intérieure. Moi, j'avais quelques petites choses à faire ici, expliqua Chesui, un franc sourire aux lèvres. Elle désigna le verger d'un geste large. Le lieu paraissait à moitié à l'abandon. Les pêchers portaient de modestes fruits. Tu viens manger des pêches douces? Non, non. Regarde, c'est ça qui m'intéresse. La servante courut jusqu'aux arbres, d'où elle revint tout aussi vite. Ouvre la main. D'un geste vif, elle déposa dans la paume de sa collègue une feuille morte, au poids anormalement lourd. L'apothicaire retourna le végétal. La chose était intéressante. Une petite chenille dodue, plutôt mignonne à sa façon, mais quand même, un insecte restait un insecte. Mao Mao braqua sur la bête un regard morne. Tu devrais éviter de faire ça aux gens.
Certains risquent de ne pas apprécier. Elle est tellement mignonne pourtant. L'herboriste tendit la chenille à Chesui, qui la plaça dans une petite cage à insectes avec le même soin qu'une mère déposant son nouveau-né dans un berceau. Où avait-elle trouvé cette cage? Élégante, elle semblait beaucoup servir. J'adore cet endroit. Il y a plein d'espèces que je n'ai jamais vues ailleurs. Ah bon? Fit Mao Mao d'un ton monotone. Les herbes médicinales tiraillaient davantage sa curiosité. Si les poils du futur papillon entraient dans la composition d'un remède, elle aurait réagi avec plus d'affabilité. Cette chenille, par exemple, je ne l'ai jamais vue que dans un livre. C'est une espèce étrangère. Elle a traversé les mers pour venir jusqu'ici. Le pays de Sa Majesté impériale pratiquait le commerce depuis très longtemps. Parfois, des insectes voyageaient dans les cargaisons des marchands. S'ils s'adaptaient à l'endroit où ils débarquaient, ils s'y enracinaient. Je suis fatiguée. Ce discours commençait à éveiller l'intérêt de Mao Mao. Elle jeta un coup d'œil à la cage. Chesui venait d'y déposer la chenille aux côtés de plusieurs chrysalides. Ce sont des papillons, n'est-ce pas? Oui, mais de nuit. Les adultes sont nocturnes. Je crois que la journée ils se cachent, expliqua la jeune servante en s'accroupissant. Elle ramassa une brindille dont elle se servit pour tracer dans la poussière un lépidomètre doté de grandes antennes. Ils sont vraiment très beaux avec leurs ailes toutes blanches qui brillent dans l'obscurité. Mais tiens, je vous jure, je tombe de sommeil. J'ai que des croquettes pour chat sur mon bureau. Je vais pas manger des dents à live. Elle ramassa une brindille dont elle se servit pour tracer dans la poussière un lépidoptère doté de grandes antennes. Ils sont vraiment très beaux avec leurs ailes toutes blanches qui brillent dans l'obscurité. C'est vrai? La vieille Gripsou lui avait raconté qu'on avait chassé les insectes de la zone avant le banquet. Peut-être ce papillon de nuit avait-il fait partie des espèces exterminées? Quoi qu'il soit si beau n'y changeait rien, cependant il restait des nuisibles. Il faudrait que tu viennes la nuit. À la lumière de la lune, ils sont magnifiques. On se croirait au paradis. Au paradis? Rien que... Mao Mao ne termina pas sa phrase. Elle bondit sur ses pieds pour inspecter la cage de Chesui. Dis-moi, est-ce que ces papillons s'accouplent dès qu'ils sortent de leur chrysalide? Tu utilises de ces mots? Je pense que oui. Apparemment, ils meurent très vite parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir une fois adultes. C'est tragique la vie d'un papillon. L'herboriste se serait bien passé de ce détail. Elle regarda sa camarade, l'air tout à fait sérieux. Est-ce que tu sais distinguer les mâles et des femelles? La plupart du temps, oui, je crois. Et si Mao Mao eut une révélation. Elle comprenait mieux comment la vieille Gripsou avait envoûté l'émissaire de l'époque. Reproduire ce prodige nécessitait de nombreux préparatifs et le sacrifice d'une personne en particulier. Je suis. Oui. L'apothicaire posa solennellement la main sur l'épaule de la jeune servante. Elle avait un service à lui demander. L'espace d'un instant, Mao Mao songea que l'expression de son visage devait être terrible à voir. La date du banquet fut fixée.
Il aurait lieu 5 jours plus tard, dans la partie nord du Rokong. D'aucuns trouvaient l'échéance trop lointaine, mais ce choix précipité entraînait de longs préparatifs dans cette zone peu entretenue. Des réfractaires protestèrent avant de se rétracter de mauvaise grâce lorsqu'on leur rétorqua qu'il s'agissait avant tout d'exaucer un vœu de l'émissaire. Les hommes n'ayant pas droit de cité à la cour intérieure, il fut décrété que la zone nord ferait exception le temps des festivités. Peu de femmes y résidaient, et il était possible de transformer pour l'occasion les bâtiments désaffectés en dortoirs pour la gente masculine. Aucun problème d'organisation n'était donc à prévoir. Par chance, la découverte d'un cadavre à proximité quelque temps plus tôt était restée confidentielle. La propagation de rumeurs sinistres aurait sapé l'ambiance. Les concubines de haut rang furent invitées à assister à la fête, non sans quelques précautions toutefois. L'ensemble des convives, favorites y compris, seraient installés dans des voitures tirées par des chevaux, aménagées pour s'ouvrir sur l'extérieur, disposées tout autour de l'étang. On leur adjoindrait des écrans de bambou pour leur procurer un peu d'intimité. L'idée était de faire de ce banquet un moment plus agréable qu'à l'accoutumée. Déjà, les fumigations contre les moustiques seraient mieux retenues dans l'habitacle. Disposer d'une loge individuelle autoriserait, dans une certaine mesure, à se vêtir de façon un peu moins formelle. Même avec l'écran relevé, les 3 autres parois permettaient de ne pas trop se soucier des regards indiscrets. Le jour venu, les concubines passèrent le banquet dans leurs roulottes. Leurs dames de compagnie restèrent à l'extérieur. Tous les yeux étaient braqués sur les invités d'honneur. Les émissaires, au nombre de 2, présentaient des traits fort semblables. Sans être ni jumelles ni sœurs, contrairement à ce qu'on le put croire, elles étaient néanmoins cousines par leur grand-père. Chacune disposait de son carrosse. Un couple de beauté à la chevelure d'or occupait donc les emplacements d'honneur. Leurs yeux bleus avaient la couleur d'un ciel sans nuages. Merci. Petite pause fromage pour se requinquer. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Hmm. 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 Je sais pas si vous entendez. Oui, ça capte. C'est quoi? Ah, c'est une pastèque qui hurle. C'est original. Comptez. Comptez. Plutôt jeune, je pense. Un peu piquant. Sa Majesté impériale se trouvait non loin de là, entourée de part et d'autre de ses concubines principales. C'est fou cette ressemblance. Mao Mao se rappela alors l'énigme des sœurs et de leur miroir que Gao Shun lui avait soumise quelques jours plus tôt. Pour la fête, les diplomates avaient revêtu des robes de leur pays. L'apothicaire s'attendait à des tenues typiques de l'Occident. Or, celles des 2 jeunes femmes venaient de plus loin encore. Leurs jupes ondulantes étaient resserrées à la taille. Dans ce contexte, l'idée des voitures transformées en loges s'avérait judicieuse. Si les critères esthétiques variaient au gré des époques et des latitudes, les 2 émissaires aux cheveux d'or transcendaient les canons de
Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux. Cheveux d'or, ok. Merci. C'est saoulant. Pourquoi? On ne sait toujours pas. Au moins, c'est que je sais vite régler le problème. Mais oui, je comprends pas. En fait, ça a sauté que chez moi parce que mon compagnon est à côté et lui, son internet va très très bien. Et c'est sur la même box. Voilà, il me fait ça. Je sais pas pourquoi. Donc il y a un truc qui va pas. Mais quoi? Tu le sais. Donc, cheveux d'or. Les critères esthétiques variaient au gré des époques et des latitudes. Les deux émissaires aux cheveux d'or transcendaient les canons de beauté. Leur poitrine, mise en avant par leur tenue, ne laissait pas indifférente la jante masculine. Des yeux concupiscents lorgnaient les formes des deux cousines, non sans essuyer les regards courroucés de leurs gardes. Ces maudits dignitaires ne sont vraiment pas sortables. En termes de charme, les concubines de plus haut rang rivalisaient sans peine. En revanche, pour ce qui était de la curiosité suscitée, les étrangères l'emportaient haut la main, avec leurs yeux et leurs cheveux aussi rares qu'étonnants. Dame Gyokyo avait hérité d'une chevelure rousse et d'iris verts déjà d'un grand exotisme, mais ses traits à présent familiers piquaient moins l'intérêt des mandarins, fascinés par les visages occidentaux qu'ils découvraient. Au demeurant, Jinchi et les autres n'avaient nullement l'intention de donner les concubines en spectacle, ni de les utiliser pour mettre en valeur les étrangères. Les écrans des voitures étaient bien pratiques pour cacher à la vue le ventre de Dame Kyokyo. L'envoi d'émissaires féminins revêtait, à n'en point douter, une dimension politique. L'une des jeunes femmes dégageait une telle confiance en elle que Mao Mao s'en agaça. Après tout, le charme occidental était en vogue. La favorite actuelle de Sa Majesté n'était-elle pas originaire d'un pays de l'Occident? Faire cadeau de miroir aux concubines contenait peut-être aussi une part de provocation. Sous leur dehors officiel de plénipotentiaire commercial, les deux envoyés s'étaient arrangés pour que l'empereur les voie, ce qui constituait en soi une autre forme de défi. Elles avaient pleinement conscience de leur attrait de leur plastique et comptaient bien en tirer parti. Il se disait même que, si elles étaient venues à deux, c'était dans l'intention de manœuvrer pour séduire à la fois l'empereur et son jeune frère. Qu'une fratrie épouse des sœurs n'était pas rare. À cette simple idée, les dignitaires bouillaient intérieurement. Hélas, le frère cadet de l'empereur préférait vivre retiré dans ses appartements. Il ne participait donc pas au banquet nocturne. Oh, c'est trop bizarre ça. Il participe pas au banquet nocturne. Mao Mao ne se trouvait pas auprès de Dame Gyokyo. Occupée à des préparatifs assez loin des festivités, elle avait goûté la nourriture en avance. Après les plats principaux avalés, les invités se délectaient à présent de petits verres d'alcool et d'amuse-bouche devant un spectacle de danse. À l'aplomb de l'étang, la lune, vieille de 16 jours, dessinait un disque presque parfait qu'aucun nuage ne venait obscurcir. Son reflet brillait à la surface de l'eau immobile. Une scène avait été édifiée pour le spectacle devant le lac. Elle était si naturellement éclairée que les magnifiques brasseros en bois installés sur ses côtés paraissaient être de trop. Des musiciens jouèrent du huqin, de l'héros, du yangqin, tous à cordes, ainsi que de la flûte xiao et du gongyun luo, sans oublier les nombreux instruments que Mao Mao ne connaissait pas. Une telle variété était inhabituelle. Pour ces invités très spéciales, on avait mis les petits plats dans les grands. La musique s'accompagna d'une démonstration de danse du sabre, que suivirent de courtes pièces comiques. Mao Mao surveillait les diplomates à petits coups d'œil discrets. Les deux cousines souriaient. Les distinguer l'une de l'autre n'était pas évident. L'apothicaire remarqua que la jeune femme la plus adroite semblait rire avec retenue, sans ouvrir la bouche.
Cherche-t-elle à faire comprendre qu'elle est déçue? Difficile de croire qu'elle ait fait tout ce chemin uniquement pour retrouver la danseuse qui avait bouleversé son arrière-grand-père. Impossible, tant cette femme avait l'intime conviction que nul ne la surpassait en beauté. Comme par hasard, elle avait trouvé dommage que les favorites de l'empereur soient cachées derrière leur écran de bambou. Qu'avait-elle voulu dire par là? Mieux valait ne pas le découvrir. Ces mots avaient d'ailleurs déplu à sa cousine, qui l'avait fait savoir d'une moue cassée. Les deux diplomates comprenaient et parlaient la langue de leurs hôtes. Celle qui avait l'accent le moins prononcé était aussi la plus paisible. Sa compagne semblait hésiter à prendre la parole, peut-être par peur de dire une sottise. Un peu plus tôt, l'émissaire orgueilleuse s'était penchée hors de sa voiture. Bien que les serviteurs alentours se soient empressés de lui tendre la main, elle avait refusé leur aide pour descendre seule, puis s'était éloignée dans ses chaussures à hauts talons en retenant sa longue jupe d'une main. L'agitation gagna l'assemblée, mais l'effrontée ignora royalement les commentaires pour avancer tête haute, bouffie d'assurance. Se sachant observée, elle défilait plus qu'elle ne marchait. « Votre Majesté » Au milieu du brouhaha, avec une témérité à peine croyable, la jeune femme s'était fendue d'une révérence interminable devant la voiture de l'empereur. Son visage sculptural reflétait le clair de lune, qui donnait à sa peau blanche une couleur diaphane et entourait ses cheveux blonds d'un halo brillant. Je vous sais gré de ce spectacle, mais nous sommes si loin l'un de l'autre. J'aimerais tant bavarder en étant plus près de vous. En dépit de son léger accent, elle s'exprimait avec une belle aisance, avec le niveau linguistique requis pour une diplomate. La garde impériale ne savait plus sur quel pied danser. En voyant l'émissaire faire un pas en arrière, l'empereur jugea cependant qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. Il ordonna donc à ses soldats de reculer. Quelle audace! Mao Mao reporta son attention sur les quatre voitures qui flanquaient le palanquin du maître de l'univers. Elle crut voir un mouvement. Peut-être quelqu'un s'était-il levé. Dame Lichou n'avait sans doute pas tiqué devant la scène, mais qu'en était-il de Dame Gyokyo et de Dame Lifa? Dame Lola n'était plus difficile à cerner, mais il ne serait pas surprenant qu'elle ait considéré comme un manque de respect le fait de s'approcher sans rougir de l'empereur. Aïe 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 aïe, ça promet pour la suite. Son naine, qui se tenait devant la voiture de sa maîtresse, affichait une expression on ne peut plus tendue. Son orgueil de première suivante la poussait sans doute à garder son sang-froid, mais à l'intérieur, Mao Mao l'imaginait sans peine la réprobation bouillir sous le masque. Avec une coquetterie affichée, la belle aux cheveux d'or se mit à avancer lentement vers la voiture de sa majesté. Elle n'alla pas bien loin, sans que la garde, l'empereur ou même l'une de ses favorites n'ait à intervenir. Sa cousine l'arrêta. « Viens, retournons à notre place », enjoignit-elle à l'audacieuse d'une voix douce. « Le spectacle est organisé en notre honneur. La moindre des choses, c'est d'y assister jusqu'au bout. » Les tenues des deux diplomates se ressemblaient beaucoup, à un détail près. L'émissaire la plus paisible abordait une coiffe bleue, sa compagne une rouge. Cette dernière montra son mécontentement de façon ostensible, avant de sagement regagner sa loge, après que sa cousine lui eut chuchoté quelques mots à l'oreille. « J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui a dit », pensa Mao Mao, un peu anxieuse. Finalement, envoyer deux émissaires était une bonne idée pour éviter tout incident diplomatique. Néanmoins, peu importait à l'apothicaire leur nombre ou leur genre, ou même leur intention cachée. Sa seule préoccupation était d'accomplir coûte que coûte la mission qu'on lui avait confiée. Elle pénétra dans un bâtiment. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle. « En tout cas, on a fait ce qu'on a pu », répondit Gao Shun en lieu et place du destinataire de la question. Le regard de l'eunuque paraissait vidé de toute lumière, son visage exsangue. Curieux, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme, ou pire encore. La jeune fille tourna les yeux vers le fond de la pièce. Son sang ne fit qu'un tour quand elle vit la créature qui y était tapie. Voilà qui expliquait le malaise de Gao Shun. Un être irréel se trouvait en effet devant eux. Il fallait toute la témérité de Mao Mao pour ne pas se figer sur place en sentant son cœur manquer un battement. « La fin du banquet approche »,
prévint-elle. Entendu, répondit l'eunuque. Il recouvrit l'être mystérieux d'un voile noir, comme l'apothicaire l'avait préconisé. Quand les clochettes eurent cessé leur tintement, elle saisit une main sous le voile. Bien, allons-y, dit-elle avant de se diriger vers la scène. De coutume, les invités d'honneur étaient les premiers à quitter les festivités. La voiture à cheval des deux belles étrangères repartit donc sitôt le repas achevé. Une musique célébra leur départ. Les autres convives étaient tenus de rester à leur place en attendant que les hôtes de marque aient disparu de leur champ de vision. Le martèlement régulier des sabots se fit entendre. Le moment était venu pour l'apothicaire de guider la créature recouverte de noir jusqu'à un endroit situé à mi-chemin du verger et de l'étang, dans un angle mort pour les voitures tournées vers l'étendue d'eau. Les saules qui se balançaient dans le vent participaient à les cacher au regard. Désormais, seules les belles aux cheveux d'or pouvaient les voir. Mao Mao et sa mystérieuse compagne ne souhaitaient pas leur barrer la route. Elles s'étaient juste placées au bord du chemin qu'empruntaient les véhicules, à l'orée du verger des pêchers. La première des deux diplomates les avisa. Les prenant pour des simples servantes, elle alla s'en désintéresser quand, d'un mouvement de bras, l'herboriste souleva le voile noir, relevant une chevelure d'ébène. De mèches épaisses se déployèrent en de larges boucles sur le haut de la tête de l'apparition, ornée d'un éclatant diadème garni de perles. Des épingles disposées selon un dessin symétrique étincelaient dans sa parure, ainsi que le reste de ses cheveux lui retombait dans le dos. Tandis que le reste de ses cheveux, pas ainsi. Des fines lèvres rouges et brillantes, des yeux légèrement en amande soulignés de longs cils, et, entre les sourcils semblables à de magnifiques branches de saule, une marque de fleurs dessinée au rouge. Les longs châles de la divine créature flottaient dans le vent. Sa tenue, composée de plusieurs couches et dont le col épousait la nuque, se distinguait par son élégance. Une telle vision semblait être une invocation du clair de lune. Sans trop relever la tête, Mao Mao étudia la réaction de l'émissaire la plus proche d'un regard en coin. Elle écarquilla ses yeux bleus que faisait briller la pâle lumière lunaire. Il ne s'y reflétait sans doute qu'une silhouette aux cheveux et aux yeux noirs des plus ordinaires. Or, malgré cette extrême banalité, l'étrangère était tombée sous le charme. La tête toujours baissée, la jeune fille lâcha le voile qu'elle tenait encore du bout des doigts. Il retomba au sol. Au même moment, elle serra la main de la merveilleuse créature. Venait-elle de voir sursauter une silhouette dans la première voiture ? L'occupante du carrosse qui suivait n'aurait pas réagi autrement pour peu qu'elle ait été, elle aussi, témoin de la scène. L'être visible sous la lune avait suffi à enserrer le cœur de la diplomate, à l'arrêter, comme sous l'effet d'un violent poison. Ses gardes avaient vu l'apparition et, comme leur maîtresse était tétanisée, le seul à rester indifférent était le cocher de la première voiture qui continuait d'avancer à petits pas pour mener l'attelage. Il avait été spécialement choisi pour son indifférence à la beauté. Par mesure de précaution, il avait aussi pour consigne de ne regarder vers l'étang sous aucun prétexte. Le chemin était droit et sans obstacle. Il aurait même pu sans problème fermer les yeux sur quelques dizaines de mètres. Mao Mao craignait un peu la réaction des gardes, des émissaires. Gao Shun et d'autres eunuques se tenaient prêts à bondir à la rescousse, s'il se passait quoi que ce soit. La scène était posée. Le spectacle pouvait commencer. Tout en douceur, foulards et voiles ondoyèrent, puis de minuscules halos blancs volèrent à leur rencontre pour les entourer. Dans sa tenue immaculée, l'apparition avança de quelques pas en agitant délicatement les étoffes. Mao Mao voulut lâcher la main qui la tenait, mais cette dernière accentua sa prise. Quel culot! Ne pouvant protester, elle marcha aux côtés de la divine beauté en se recroquevillant. La seconde voiture était arrivée à hauteur. Comme sa cousine, son occupante les dévorait des yeux. Dès qu'un des tissus voltigeait, les lumières pâles et blanches étincelaient de plus belle. Par moments, elles accrochaient le diadème ou une épaule, leur nombre croissant toujours. Les carrosses poursuivirent leur route. On devinait le regard ahuri des gardes qui épiaient le spectacle, mais tant que les diplomates restaient dans leur voiture, ils ne pouvaient s'approcher. Des dizaines, des centaines d'orbes lumineuses entouraient Mao Mao et l'être à la beauté inhumaine,
Ils descendirent ensemble le chemin jusqu'à l'étang. Les véhicules s'immobilisèrent. Leurs passagères se penchèrent au dehors pour tourner la tête vers la danse des voiles. Enfin, la créature mystérieuse lâcha la main de Mao Mao, qui se plaça discrètement en retrait. La danseuse sous la lune fit onduler ses foulards devant les lumières virevoltantes. Derrière elle, les saules frémissaient dans le vent et l'étang reflétait le disque lunaire. L'aïeul des deux cousines n'avait-il pas admiré un spectacle similaire quelques dizaines d'années auparavant? La créature de lumière ne semblait pas habiter ce monde, mais être une déesse descendue par erreur sur terre. Le morceau que jouait au loin l'orchestre en venait à prendre des accents de mélodie céleste. Couvé par les regards, l'être à la beauté transcendante leva lentement une main. Ses lèvres rouges dessinèrent un arc, créant le sourire le plus ensorcelant qu'il fût donné de voir. Les foulards flottaient doucement dans le vent. Les branches des saules oscillaient comme pour cacher la créature divine. Les pâles orbes lumineux s'agitaient en tous sens. À cet instant, un coup de gong annonça la fin du morceau de musique. Une brise opportune souffla vers l'apparition. Un nuage de pétales. D'où venait-il? Peu importe désormais, car la magie avait disparu. Ces voiles blancs mirent un temps infini à retomber sur le sol. Pendant leur chute, les pâles lumières s'étaient dispersées aux quatre vents. L'une des émissaires aux cheveux d'or, dont la témérité n'envahait en rien l'arrogance, mit pied à terre pour tenter de comprendre ce qu'elle venait de voir. « Et c'est sur moi que ça tombe. » Mao Mao regretta de ne pas s'être éclipsée dès le début. Quand l'étrangère l'aperçut, elle fondit sur elle pour la presser de questions. Et il y a une illustration. Regardez-moi. Hop. Caméra fait pas le focus. Avec ses traits anguleux, finement dessinés, l'occidentale en apposait, sans compter qu'elle dépassait l'herboriste d'une bonne tête. Elle dépitait des mots dans sa langue natale sans s'arrêter, à grand renfort de gestes, pour s'enquérir de la déesse qui s'était évaporée. Le besoin de savoir l'avait mise dans tous ses états. L'apothicaire se contenta de lever l'index pour pointer vers la lune. Puis, elle prononça à voix basse le nom d'une divinité adorée dans les lointaines contrées de l'Occident. La prononciation était-elle correcte? L'envoyé diplomatique sembla en tout cas comprendre. La jeune femme aux cheveux d'or restait pétrifiée. Quelque chose qui brillait en elle de manière resplendissante Quelque chose qui brillait en elle de manière resplendissante avant semblait avoir été tout à coup anéanti. Sa cousine la saisit par l'épaule. Mao Mao inclina lentement la tête, en signe de respect, puis s'éclipsa comme si rien n'était jamais arrivé. On dirait que tout s'est bien déroulé. Gao Shun attendait dans une bâtisse située de l'autre côté de l'étang, en compagnie d'autres fonctionnaires. Tous tenaient entre leurs mains des cages à insectes contenant une foule de grands papillons de nuit aux ailes oscillant entre le vert et le bleu clair, le stade adulte de la larve que Shesui collectionnait. Au cours des derniers jours, avec l'aide de sa jeune amie, Mao Mao avait capturé sans relâche des spécimens adultes, ainsi que des chrysalides sur le point d'éclore. Elle en avait trouvé légion, l'éradiction d'insectes ayant été abandonnée dans le verger des Péchis depuis quelque temps. L'apothicaire avait gardé en mémoire le portrait de la vieille Gripsou où figuraient de pâles lumières. En lieu et place de sentiments divins, il s'agissait en fait de ces papillons. Quel hasard tout de même! La vieille tenancière disait avoir été la victime d'un mauvais coup. Sa rivale s'était acharnée à capturer des papillons afin d'étaler leurs cadavres sur sa robe pour l'abîmer. Sauf que le corps des lépidoptères renfermait certaines substances odorantes conçues pour attirer les partenaires du sexe opposé. Mao Mao s'était déjà servi de ce savoir pour attraper de petites bêtes par le passé. Sur la tenue, l'envieuse avait à coup sûr étalé des femelles, ce qui avait attiré les mâles qui étaient venus voler autour. C'est horrible, elle a tué des papillons. Voilà, Mao Mao a tué plein de papillons. La vieille maquerelle s'était contentée de s'approcher de l'étang et de remuer ses foulards pour chasser les insectes, mais les spectateurs avaient été subjugués par cette étrange danse d'une beauté mystérieuse, auréolée de lumière. Le hasard nous réserve de drôles de surprises, parfois. Coucou Gib!
On est sur les carnets de l'apothicaire, tome 2. La performance avait permis à l'ancienne d'asseoir sa réputation au quartier des plaisirs. Qui aurait songé que la méchanceté de sa rivale se serait à ce point retournée contre elle? Mao Mao avait suivi son exemple. Elle avait imprégné les tissus de l'odeur des papillons femelles que Chesui avait séparés des mâles. La jeune servante lui avait rendu un incroyable service. Il faudrait la remercier en conséquence. Inutile de préciser le résultat d'un lâcher d'une multitude de mâles dans un air saturé par l'odeur de femelles, ni quel mystérieux effet produirait leur vol associé à la vue d'une beauté à coupler le souffle. Surtout un lendemain de pleine lune. L'épisode rappela Mao Mao un certain hibiscus sous les étoiles. Oui, j'espère qu'on a été à la hauteur, finit par répondre la jeune fille en regardant les palanquins de l'autre côté de l'étang. Les belles étrangères parties, le reste des convives rentrait à son tour. Il avait fallu se donner bien du mal pour mettre au point un spectacle qui ne serait visible que par les deux diplomates. Ce genre de féerie n'était pas à montrer à tout le monde. Certains ne s'en remettraient jamais. D'autres deviendraient subitement incapables de travailler. De quoi conduire le pays à sa perte. « J'ai suivi tes instructions à la lettre », soupira une voix indignée. Qui donc se trouvait là, trempé jusqu'aux os, emmailloté dans son foulard, sinon Jinchi? Il avait défait à grand-peine sa coiffure qui, d'ailleurs, ne ressemblait plus à rien. Après sa performance incroyable, il avait dû nager sous l'eau dans ses lourds vêtements pour rallier la rive opposée du petit lac. Un exploit impossible sans une bonne condition physique. Il ne semblait pas avoir envie qu'on l'interroge sur ce qu'il avait bien pu fabriquer de l'autre côté. Il se frotta vivement le visage à l'aide d'une serviette qu'il macula de rouge à lèvres. « On a fait de notre mieux, advienne que pourra. »« Mes cheveux sont tout trempés !» ajouta-t-il d'un ton un peu rude. En temps normal, la responsabilité de sécher la crinière de l'insigne eunuque incombait à sa vieille suivante, Suilen. Gao Shun fixa Mao Mao, l'implorant du regard, comme à chaque fois qu'il lui demandait une faveur. Jinchi en fit de même. Pitié. Ne pouvait-il pas lui ficher un peu la paix pour une fois? N'était-il pas assez grand pour se débrouiller sans elle? Dépitée, la jeune fille s'empara d'une autre serviette avant de se mettre à essuyer lentement la chevelure du sublime eunuque. Cet homme est un incapable, il ne sait même pas se sécher les cheveux. Voilà, on a lu 2 chapitres. Je pensais en lire un 3e, mais on a beaucoup parlé au début. Enfin, beaucoup parlé, j'en ai parlé une demi-heure. Puis on continuera demain. On continuera demain, bien évidemment.